Plusieurs phases, hein, évidemment. On a tous eu la phase de déni au départ. On s'est dit, non, ça n'arrivera pas chez nous. C'est un truc de pangolin, là, d'une ville à l'autre bout du monde. Puis après, quand ça a commencé à se disséminer en Europe, à quelques cas, on a dit, oh, quelques cas, on va. Donc on a une grosse part de déni, tous. De toute façon, ça s'est vu. Hein. Tous les spécialistes ont dit, il n'y aura rien. Et ce qui est drôle, c'est que rétrospectivement, même si tu veux, quand il y a eu la vague en Italie, même là, il y a encore eu une part de déni. Bon, nous, on était déjà moins dans le déni. On a une collègue chinoise qui vient de Wuhan. Donc justement, elle nous a beaucoup sensibilisés à ce sujet. Donc on était peut-être un peu plus tôt dans l'acceptation. Mais quand tu vois que le ministre de la Santé nouvellement nommé 4 jours ou 5 jours avant le confinement était en train de désavouer un professeur de maladies infectieuses qui disait bah, la vague arrive comme en Italie. C'est drôle de voir et que le président allait au théâtre 3 jours avant. Sans, je ne critique pas du tout, mais on a tous été dans le déni. Et après, c'est arrivé, la première phase, c'était une phase de peur, hein, d'angoisse. Là, j'ai vu dans le service, parmi les collègues, il y avait une peur et une angoisse qui était à la fois pour ce qu'on allait vivre, qui était dans l'attente. L'attente était très pénible. Quand on nous a dit ça va arriver, c'était très pénible cette attente, très, très anxiogène. Et puis il y avait la peur parce qu'on ne savait pas ce qu'on risquait nous-mêmes. On a eu beaucoup d'échos des médecins malades, des médecins morts, des soignants morts en général, que ce soit en Chine ou même en Italie, ça commençait. Puis le premier premier médecin mort, premier soignant mort en tout cas dont on a parlé, c'était un médecin urgentiste. Donc, il y a eu une phase de peur et certains collègues avaient vraiment très peur. Et puis, une fois que c'est arrivé, une fois qu'on s'est mis en branle, une fois qu'on était dans l'action, tout ça a disparu et on a vécu un moment qu'après coup, on peut qualifier d'extraordinaire dans tous les sens du terme. Hein. Donc, comment on l'a vécu comme ça, en alternant le déni, la peur, puis le côté à la fois combatif, excitant et voilà, on avait une vraie place, on savait quel était notre rôle, on savait à quoi on servait. Les défis étaient divers. Le principal défi auquel il fallait faire face et donc, que tout le monde nous rapportait, c'était comment faire pour que les malades graves qui ont besoin de réanimation et de ventilation mécanique, comment faire pour que tous ces malades-là soient pris en charge rapidement et puissent bénéficier, aient droit à un environnement adapté, une place en réanimation en gros. Hein. Comment faire pour que le défi pour nous, à notre niveau, donc aux urgences, comment faire pour que des malades ne meurent pas sous nos yeux, faute de matériel et faute de place en réanimation. Ça, c'était la chose la plus importante, évidemment, pour tout le monde. Ce défi, après coup, a été relevé de justesse, comme disent nos autorités, mais il a été relevé. Il n'y a eu pas de cas, ça s'est joué à pas grand-chose, il n'y a eu pas de cas où on a perdu un malade qu'on n'aurait pas dû perdre, à mon avis. Hein, il n'y a pas eu de cas où on a perdu un malade qu'on n'aurait pas dû perdre faute de moyens. Les autres défis étaient de réorganiser toutes les urgences et les réorganiser en 7 jours. Et c'était fou parce que dès qu'on réorganisait quelque chose pour coller aux problèmes du moment, même s'il y avait une fluidité incroyable entre tous les acteurs, que ce soit l'administration, nos dirigeants, les autres services, etc., tout s'est fait de manière très fluide. Ce qui était fou, c'était dès qu'on avait atteint un niveau suivant d'organisation pour parer à ce qui nous arrivait, 2 jours après, c'était complètement obsolète et dépassé et il fallait se réinventer. Donc on a dû rapidement, au bout de 7 jours, se battre, même si c'était des combats à gagner, puisque tout le monde jouait le jeu. Donc essayer d'organiser notre prise en charge par rapport à ce qui allait arriver 5 à 7 jours plus tard. Ça, c'est un changement qu'on a opéré au bout de, je ne peux plus vous dire les dates, mais au bout d'un moment, on s'est dit, réorganisons-nous pour ce qui va nous arriver dans 5 jours et 7 jours, et non pas pour ce qu'on a vu aujourd'hui. L'organisation donc des uns et des autres était assez bien cadrée, très protocolisée, c'est-à-dire, par exemple, à notre niveau, sur notre hôpital, il y avait une cellule de crise, donc réunion, évidemment à distance, de tous les principaux intervenants, tous les jours, le matin et le soir, donc tous les jours à 10h30, une cellule de crise, tous les soirs à 18h, une cellule de crise.
Donc, discussion entre tous les acteurs, les réanimateurs, les urgentistes, les biologistes, les virologues, tout ce que vous voulez, et la direction de l'hôpital, et l'hygiène, et la direction des soins. Tout ça qui était fait sous la coordination, je dirais, d'un directeur médical de crise qui a été nommé dans chaque groupe hospitalier. Au sein de chaque groupe hospitalier, il y avait un directeur médical de crise au sein de chaque hôpital, et plus globalement, il y a eu un directeur médical de crise pour la PHP. Et donc, il y avait, outre nos réunions en local 2 par jour, je sais qu'il y avait des réunions à chaque fois au niveau supérieur tous les jours, que ce soit sur notre groupe hospitalier entier, et évidemment sur la PHP dans son ensemble, tous les jours, matin et soir. L'information scientifique, médicale était pas optimale. On peut le qualifier de nul, dans les deux sens du terme, mais ce n'est pas parce qu'on a été mauvais ou parce qu'on a manqué d'un système d'information, c'est parce que globalement, en tant que virus émergent, on n'avait pas d'informations fiables sur qu'est-ce qu'il faut faire comme prise en charge, quels médicaments il faut administrer, quelle maladie il faut intuber, quelle maladie il ne faut pas intuber. Donc le partage d'informations scientifiques sur comment on prend en charge cette maladie, il y en a eu très peu. Et par exemple, les leaders dans la science, que ce soit les plus grands journaux du monde ou les sociétés, ont produit des productions médiocres. On pense bien sûr à tout ce qui a été fait de scientifique, tout ce qui a été publié. Donc pendant 2 mois, on a eu tous les grands journaux qui nous publiaient 5 à 10 papiers par jour sur le Covid, qui étaient tous inintéressants, qui n'avaient aucun intérêt. Je veux dire, on savait tous, on a vu les infos, on savait que les malades allaient arriver, on savait que les malades étaient graves. Et nous, on l'a découvert, sur le terrain, qu'est-ce que c'est qu'un malade grave du Covid, et on ne nous l'avait pas dit avant. On ne nous avait pas dit des choses, par exemple, comme ces malades vont arriver, ils vont être extrêmement graves, mais la différence avec les malades graves habituels, c'est qu'ils n'auront pas l'air graves. C'est des malades qu'on a vu arriver sur leurs pieds, sur leurs jambes, en marchant, à qui on a pris 3 paramètres vitaux et on a dit c'est pas possible. Au début, on disait il y a une erreur, c'est pas possible. Et en fait, bon, on s'est fait nous-mêmes notre évaluation de comment prendre en charge les malades. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de partage d'informations, et ce n'est pas tellement parce que les gens étaient mal organisés. Les scientifiques ont essayé de faire des recommandations, par exemple, sur, de manière générale, la prise en charge du sepsis mondial. C'est le groupe de, comment s'appelle-t-il, la Surviving Sepsis Campaign, qui fait souvent des grandes recommandations pour la prise en charge des maladies infectieuses graves. Bon, là, c'était nul, ils n'ont aucun intérêt. Les mecs te disent, prenez en charge un malade grave. Bon, avec tout le respect que je n'ai pas pour ces gens-là, c'est pas la première fois qu'ils nous font un truc inutile et infaisable. Et donc, c'était sans intérêt. Vous parlez des groupes WhatsApp et des échanges d'informations, ça a été très bien, mais c'est plutôt des informations sur, on prend la température des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Où est-ce que vous en êtes? Et comment vous avez fait? Et donc, là-dessus, c'est vrai que sur nos groupes WhatsApp, entre urgentistes principalement, on a eu, à moyenne ou à grande échelle, il y a eu quand même des partages d'informations sur voilà comment on a fait. Vous avez remarqué que si on fait comme ça marche mieux. Ah oui, c'est vrai. Nous, on a mis en place tel circuit avec les radiologues. C'est une bonne idée, je vous le conseille, etc. Chaque fois que les gens essayaient de faire un partage d'informations scientifiques, c'était niveau de mon fils. Mon fils de 8 ans aurait pu faire aussi bien. C'était moi, ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Mais sur comment ça marche, c'était assez utile parce qu'on a tous appris quasiment en même temps. Si on regarde, faire le parallèle avec une autre crise le 13 novembre, les attentats du 13 novembre, on a eu un truc qu'on n'avait pas répété avant, plus ou moins. Un 13 novembre, il y a eu quelques répétitions qui étaient très salutaires, mais par exemple, pour l'afflux de malades aux urgences, on ne l'avait pas répété le 13 novembre. On ne savait pas faire avant, on n'avait pas essayé. Et là, pour la vague du Covid, non, on n'a jamais avant modélisé qu'est-ce qu'on va faire si on a ça. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a eu ce modus operandi, comme tu dis, on a eu tous ces protocoles, toute cette façon de faire, cette fluidité, mais on l'a fait. On l'a fait, je veux dire, on a réussi, tout le monde a réussi sans répéter avant. Donc, est-ce qu'on a besoin de garder ça, se dire voilà comment on a fait pour plus tard refaire pareil? Sûrement, mais on n'avait pas besoin de l'avoir fait avant.
seule chose qui serait intéressante et qui est utile, c'est de dire qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui a foiré? Comment on aurait pu faire mieux? Au lieu de dire on a été super. Alors, on adore se gargariser de notre talent, notre rôle de sauveur du monde. On nous applaudit tous les soirs et puis on a un mail toutes les heures pour nous dire bravo pour ce que vous faites de la part du chef, président, de ce que vous voulez. Mais comme après le 13 novembre, ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais c'est vrai, je ne vois pas, je n'ai pas vu depuis 5 ans donc une vraie analyse critique, constructive de ce qui n'a pas été parfait. Et il y a eu une sorte d'omerta sur la prise en charge de cette crise qui est la plus récente qu'on a vécue, la plus impressionnante de 2015. Moi, je pense que c'est par rapport à ça qu'il faut évaluer, voir ça en miroir. Et pareil, je ne suis pas hyper optimiste sur la capacité des gens à avoir une vraie analyse critique pour être constructif. Tout le monde se fait un faux rétex et tout le monde dit il faut voir ce qui a foiré. C'est du pipeau, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans d'autres systèmes à risque, que ce soit, je ne sais pas, l'aéronautique, le nucléaire, etc. Où au lieu de dire on a évité 999 accidents sur 1000, on ne va regarder que l'accident qui est arrivé, que ce qui a été suboptimal, même s'il n'a pas causé de débat, et vraiment avoir une réflexion basée sur l'erreur et basée sur quelque chose très intéressant qui s'appelle, enfin, que les Anglais peuvent appeler le black box thinking, c'est-à-dire on va réfléchir par rapport à la boîte noire, les enseignements qu'elle nous donne sur ce qui a foiré et qu'est-ce qu'il y a eu juste avant ce qui a foiré. Donc, est-ce qu'on va garder cette fluidité hors de la crise? Absolument pas. C'est déjà la foire d'emploi. J'exagère, les gens vont dire « Oh, tu exagères, tu es pessimiste. » Mais je ne vois plus les gens… L'union sacrée, elle ne peut pas durer. C'est quelque chose de forcément éphémère, par définition. Hein, on va pas… Mais peu importe, oui, s'il y a une deuxième crise qui revient dans 1 an, dans 20 ans, on sait s'adapter. On sait s'adapter aux choses qui sont inadaptées. Comme dirait Edgar Morin, hein, c'est le propre de l'être humain, c'est réussir à s'adapter à un truc inadapté. Donc, peu importe qu'on tire les enseignements, on l'a fait à chaque fois, on le refera sûrement. En fait, comment faire? Il aurait fallu rien dire. Personne. Il aurait fallu… Je ne sais pas. Il y a 2 possibilités. Les 2 possibilités sont intéressantes. Il y a la possibilité, on continue comme avant parce que c'est un mode de communication, production, vérification qui est éprouvé. La médecine basée sur les sciences, on ne communique un résultat qu'une fois qu'il est validé, etc. Donc, les fake news, il n'y a eu que ça, et pas uniquement celle que la pensée mainstream veut propager, parce qu'on a voulu attaquer telle ou telle personne sur son côté fake news et précipité. On avait raison, mais manque de bol, tous les gens, pas tous, mais de la part des personnes un peu influentes qui ont dénoncé des fake news, derrière, on ne peut pas dire que ceux du monde d'avant et du monde rigoureux, etc., aient fait beaucoup mieux. Comme exemple, donc on prenait effectivement les publications initiales du New England, par exemple, le journal un des journaux les plus influents pour la prise en charge clinique. C'était ridicule. Ce qu'ils ont publié sous couvert de science et d'évidence based médecine était ridicule, était même faux, était dicté par des conflits d'intérêts. C'est terrible. On a vu aussi des grandes équipes de recherche, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais vouloir communiquer très vite des résultats parce que c'était éthique, selon leur jugement, c'était éthique de vite disséminer une information importante. Ce n'était pas une fake news propagée, c'était une news qui, en fait, s'est avérée pas si probante et pas si rigoureusement scientifiquement prouvée que comme ça a été annoncé. Donc, les fake news, en fait, venaient de partout. Pourquoi? Parce qu'on ne savait rien. Parce qu'on ne sait rien, parce que c'est un virus qui a 2 mois, parce que notre mode de réflexion scientifique est rigoureux, donc nécessite un petit peu de temps. Et donc tout ça pour dire que la deuxième façon d'aborder les choses, c'est celle de celui qu'on ne nommera pas,
ou qu'on peut le nommer, hein, Didier Raoult et l'IHU de Marseille, qui avait une approche, je vais me faire assassiner, mais qui avait une approche cohérente. On la critique à tort ou à raison, mais une approche cohérente qui était, on ne peut plus utiliser les outils d'avant pour diffuser la science, pour prouver des choses. On ne peut plus car on n'a pas le temps et il va y avoir 40 000 morts. On ne peut plus. Donc, on fait avec ce qu'on peut, on fait ce qu'on appelle le compassionnel, hein, on va traiter avec des médicaments non prouvés parce qu'on n'a pas d'alternative. Donc là-dessus, on ne peut pas critiquer Raoult et ses amis de l'IHU d'avoir voulu donner un traitement qu'ils pensaient efficace, alors que derrière, partout dans les services de Paris, etc., les réanimations ou autres ont donné des traitements à titre compassionnel aussi. Hein, des antiviraux très chers avec des effets secondaires, des médicaments extrêmement coûteux avec beaucoup d'effets secondaires, mais donnés de manière compassionnelle, parce que c'est normal, on a envie de traiter. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas eu de grosse différence, finalement, dans la pratique, entre Marseille et Paris, hein, entre ces deux mouvements de pensée. Le problème, évidemment, sur lequel on peut attaquer ces gens-là, et là-dessus, il faut être extrêmement critique, c'est la diffusion d'informations, la diffusion scientifique. On ne peut pas dire « j'ai fait comme ça parce que c'est cohérent et je n'aurai pas le temps d'avoir des preuves solides » et derrière dire « mais si c'est prouvé, il faut le faire ». Et ça, c'est impardonnable. Pour moi, même si la démarche de dire « on traite maintenant », tant pis, on n'aura pas les données de la science rigoureuses, on traite maintenant, on y va, ça c'est cohérent et on peut le justifier. Et en tant que scientifique attaché à l'évidence-based medicine, je peux le comprendre. En revanche, après, clamer que ces choses sont prouvées et qu'on a prouvé qu'on a eu raison, ça c'est inadmissible. Mais encore une fois, ça n'a pas été fait que d'un côté. C'est une situation nouvelle. Comment est-ce qu'on diffuse de la science non scientifique? Comment on diffuse des vérités pas forcément vraies? On ne peut pas dire on reste tous dans notre coin, on n'a rien prouvé, donc tout le monde ferme sa gueule. Et on ne peut pas dire je pense que, mais ce n'est pas prouvé, diffusons-le. On peut dire je pense que, diffusons-le. On ne peut pas dire j'ai prouvé un truc alors que ce n'est pas vrai, diffusons-le. Et donc, finalement, la seule alternative, c'est de diffuser un je pense que. Mais si je vous envoie un je pense que, ça n'engage que celui qui pense. Et qu'est-ce que je vais en faire, moi, si j'avais un canal de diffusion nouveau, que ce soit un site d'actualisation régulière, qu'est-ce que je vais en faire? Pas grand-chose. Il y a eu deux, à ma connaissance, enfin à mon niveau, deux canaux de diffusion assez intéressants qui étaient une veille bibliographique, une veille scientifique faite par la PHP et faite aussi par un urgentiste réputé qui diffusait donc l'état de la science au jour le jour. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant au niveau scientifique, au niveau intellectuel, etc. Ça n'a pas permis, à ma connaissance, d'améliorer quoi que ce soit dans la prise en charge des malades. C'était extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. Je remercie tous ces gens-là. Mais pour l'instant, cette diffusion d'informations, ce n'est pas de la faute de ceux qui diffusent, c'est de la faute du manque d'informations correctes, du manque comment dire, de preuves hein, en général. Donc, c'était bien, mais par exemple, cette diffusion s'est faite sur des résultats préliminaires, des résultats non validés. On a vu, alors, ça rentre peut-être dans le cadre de ta question, sûrement même sur la diffusion de l'information. Jusqu'à présent, les informations étaient diffusées seulement une fois qu'elles avaient été publiées. Donc, pour que ce soit publié, il faut que l'étude soit terminée. Il faut que l'étude soit vérifiée. Il faut que l'étude soit écrite. Il faut que l'étude soit soumise. Il faut que l'étude soit relue par des experts, relue par des pairs, puis publiée. Donc, ce processus prend plusieurs mois. Évidemment, face à ça, même si on a fait de la science correctement, il faut changer de façon de faire, puisqu'on ne peut plus attendre quelques mois pour diffuser une information, même si elle est correcte. Donc, il s'est passé quelque chose, c'est que les médecins se sont mis à utiliser Archive. Archive, ça a été créé par donc RXIV, hein, pour
pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous avez les archives pour énormément de spécialités scientifiques, de domaines scientifiques, soit l'informatique, les mathématiques, la biologie, la physique, etc. Ça permettait donc justement pour les travaux de recherche d'être visibles immédiatement une fois que les résultats étaient connus, avant même au moment où on soumettait, si vous voulez, l'article. Donc, vous avez un résultat qui est disponible, un article qui est visible, gratuit, en libre accès, mais qui n'est pas vérifié. Alors, sur des spécialités beaucoup plus rigoureuses que la médecine, ça marche très bien. Je veux dire, un physicien qui vous explique qu'il a fait des expériences et qui voit ça, c'est plus, en général, surtout sur les grandes équipes, c'est plus fiable qu'autre chose. Donc, c'est intéressant pour diffuser, surtout qu'ils ont des processus de publication beaucoup plus lents que les nôtres, d'autres spécialités, l'informatique, les mathématiques, la biophysique. Pour les médecins, c'est très compliqué, parce que nous avons une science qui est, je ne vais pas dire plus inexacte et plus floue, mais quand même, pour vous donner une idée, la recherche clinique scientifique en médecine s'accorde 5% d'erreur. On va dire qu'un truc est vrai s'il est vrai à 95%. Donc, ça ne pardonne pas. Toute imprécision dans la méthode ou toute analyse un peu tronquée, on n'est déjà pas hyper strict, ça ne pardonne pas. Donc, une étude, tout ça pour dire qu'une étude mal faite ou avec quelques biais et défauts, si on la met immédiatement disponible et visible sur donc medRxiv, c'est ce qui a été fait beaucoup pour que le savoir et la science se diffusent rapidement. C'est probablement nécessaire parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces informations non vérifiées? Je ne sais pas. Et donc, on revient, un peu fouillis ce que je vous raconte, mais on revient à la question initiale de comment ont été diffusées les informations. Donc, je vais donner 2 exemples de diffusion de veille bibliographique pour partager et diffuser la science. Beaucoup étaient basés sur des préprints, sur ces archives qui n'ont pas été complètement vérifiés, qui sont intéressants, mais qui sont à prendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup d'esprit critique. Les choses qui ont été acquises parce qu'elles s'imposaient, parce qu'elles étaient évidentes, ne doivent pas être remises en question sous prétexte que les malades ont une autre maladie que le Covid. La fluidité de certaines choses, en particulier aux urgences, les moyens supplémentaires qu'on nous a alloués pendant cette crise. Je veux dire, on n'a pas attendu le Covid pour être en crise. Je parle précisément de nous, des urgences. On n'a pas attendu le Covid pour être en crise. Je veux dire, entre les grèves, les revendications des principaux syndicats, de SAMU Urgences de France, les problèmes qu'on connaît tous, que ce soit la canicule, que ce soit l'hiver, la grippe, les malades qui meurent sur des brancards, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'un seul malade Covid meure alors qu'on aurait pu le sauver? Mais par contre, la surmortalité aux urgences depuis toujours, ça n'émeut pas grand monde. Enfin, si, ça émeut. On est bien ému. Ça y est, on a été ému. Bon, pourquoi ce qu'on nous a octroyé et ce qu'on a trouvé logique et évident comme revendication, pourquoi ça nous serait enlevé? Et là-dessus, ce n'est pas un enseignement que je tire, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir, une façon de voir les choses. Il faudra se battre, malheureusement, c'est reparti, pour qu'on nous enlève le moins de choses possible. Ça, c'est ma première considération, on va dire, post-Covid. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La deuxième, si c'est important, je ne l'ai pas dit avant, mais sur la prise en charge, je suis souvent critique de beaucoup de choses, et en particulier du système préhospitalier parisien en particulier. Ça, c'est un mystère pour personne. Mais pendant cette crise, les services d'urgence n'ont pas été débordés, en tout cas en Île-de-France, ce que j'ai vu. Ils n'ont pas été submergés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. C'est dû grâce à, évidemment, l'amélioration de l'aval, de l'organisation de l'hôpital, de pouvoir aller vraiment bien en avant. Mais ça a été aussi permis grâce à ce qui s'est passé en amont. La régulation médicale du SAMU Centre 15 a permis vraiment d'améliorer toutes les prises en charge, a permis de ne pas être submergé et a été un énorme atout, je pense, dans la prise en charge de cette crise. Et on est en pleine réflexion, je ne peux pas dire guerre des chapelles, mais c'est pas loin, sur le système des urgences en France.
En temps de crise, en tout cas, et là ils l'ont prouvé, cette régulation médicale a un intérêt majeur et a pu permettre de sauver des vies, j'en suis convaincu. Ça, c'est un enseignement personnel et pour beaucoup de gens qui pouvaient être critiques. On a le droit d'être critique. On a le droit d'être critique pour avancer sur le système préhospitalier français. Il n'y avait plus de malades. Ils étaient où? Alors, il y a des malades graves qui ne sont pas venus consulter. Évidemment, ça c'est terrible. Il y a une surmortalité qui est très dure à évaluer. Mais tous les autres, ceux dont on a coutume de dire qu'ils ne devraient pas venir aux urgences, n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour améliorer leur circuit de soins, ne pas les culpabiliser, mais améliorer leur circuit de soins, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait s'en passer. Il pouvait s'en passer énormément de consultations aux urgences, ça va, mais là, on a l'impression quand même de le prouver plus ou moins, beaucoup n'étaient pas nécessaires. Donc, au lieu de dire aux gens, vous êtes méchants de venir aux urgences, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ce circuit et pour qu'on puisse pérenniser, si vous voulez, comment dire, cette amélioration qui est cette diminution du recours aux urgences qui peut être pris en charge mieux en dehors des urgences.